Je suis Tarek Sassi, je suis habitant de ce quartier. Et malheureusement, je ne suis pas venu parler de cannabis parce que malheureusement, les dealers de cannabis, ils faisaient la police contre les dealers de crack, contre les dealers de comprimés, contre les vendeurs de cigarettes. Et je pense que beaucoup de personnes ici peuvent être témoins. Et ces mêmes vendeurs de cigarettes vendaient aussi des comprimés. Il y a tout un trafic, des groupes criminels organisés qui sont protégés, qui sont ici. Et puis, j'ai décidé aussi, de parler de certains groupes dont on ne veut pas parler, des bikers qui sont ici, qui sont bien établis et qui aident certains trafics de drogue. Et je pense qu'aujourd'hui, notre principal problème, c'est plus vraiment le cannabis. Le cannabis, c'est devenu une consommation pour tous. Il n'y a pas un ami, il n'y a pas une personne qu'on connaît qui n'a pas un ami ou deux ou trois ou même quelqu'un de sa famille qui consomme le cannabis. Et d'accord, je veux bien admettre que pour faire des chiffres, et on a eu le cas pendant la grande crise du crack qu'on a eu à Éole, les policiers ciblaient plus les dealers de cannabis que les dealers de crack. Donc ça veut dire que ce qui se passe, encore même ici, parce que il faut savoir qu'on a des hôtels sociaux, on en a 4 en tout, hôtels sociaux ici. Marx dans moi, je ne vais pas compter le reste parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup plus dans l'ensemble du quartier, de Porte-la-Chapelle jusqu'à La Chapelle, où vous avez des consommateurs de crack, des dealers et aussi de la prostitution organisée, et le tout, bien sûr, avec des associations qui légitiment ça en disant que c'est une situation qui permet la sortie de crise. Après, je ne parlerai pas, bien sûr, et je ne vais pas froisser vos oreilles, des SCMR, mais je pense aujourd'hui que le problème des stupéfiants, parce que c'est ça qui a attiré mon attention et mon intérêt, et ça se passe ici dans mon quartier, c'est que le cannabis aujourd'hui, je suis désolé de le dire, c'est dépassé, et malheureusement la France n'a pas fait ce qu'il fallait pour la légaliser, parce que en gros, il n'y a plus qu'à la légaliser. Je ne suis pas non plus quelqu'un pour la légalisation, je ne consomme pas, je ne bois pas, je ne fume pas, c'est mon choix, et chacun a le droit à son choix. Mais par contre, ces choix de consommation, on ne doit pas les faire subir aux autres, en particulier pour ce qui est des consommateurs de crack qui sont obligés d'agresser. Et monsieur qui tient ce bar est passé dans plusieurs reportages où il a subi, et encore il subit, je pense qu'il subit encore la situation parce que Porte-la-Chapelle n'a jamais changé, Porte d'Aubervilliers à côté n'a jamais changé. Même si on a dit Porte de la Villette, il n'y a rien qui a changé. Et en plus, le pire, c'est que Porte de la Villette, on est à côté d'Aubervilliers, là je suis aussi avec Mohamed Bader, qui est le vrai fondateur du collectif 93 Anti-Crack, qui a essayé d'être récupéré par une agent immobilier et des communistes qui essaient d'exister. Malheureusement, ils ont vraiment cassé les revendications populaires et censuré la population. À Aubervilliers, il y a des cuisines de crack existantes qui ne bougent pas. Et vous savez, c'est quoi le pire des dangers? Moi, si je vous parle aujourd'hui de bouquerie, des jeunes qui ont lâché le shit pour se mettre à la blanche, au crack, à l'héroïne. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas condamner nos arrondissements, nos quartiers, au trafic de drogue. Quand vous voyez un enfant de 13 ans sortir défoncé, quand vous voyez une gamine de 14 ans à la place Torcy se faire violer par un toxicomane, c'est pas admissible. On peut pas l'admettre. Voilà. Et on a vraiment, ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'aurais voulu l'entendre sur les plateaux de votre part. On vous a pas assez vu. On vous a pas assez vu. Et on aimerait voir Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot, je vais le casser publiquement, et j'espère que je ne vais pas froisser. Yannick Jadot, aujourd'hui, lui, il se bat pour la légalisation de la drogue. Il a carrément fondé un collectif de juristes pour la légalisation de toutes les drogues. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ce mec sait ce qu'on vit dans nos quartiers? Est-ce qu'il a déjà croisé un toxicomane? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens qu'on dit, forcément, de la tendance beaucoup plus à droite, comme Mounir Majoubi, il a failli se faire frapper devant moi. Quelqu'un comme Pierre Licia, ce que j'aime, c'est que je le croise et il est dans la même rue où moi, j'ai failli me faire planter. Est-ce que Bastien Lachaud, malheureusement, voilà, Bastien Lachaud, il est aux abonnés absents. Il vient juste pour les manifestations et après il est planqué chez lui et on le voit pas. Et aujourd'hui, cette gauche qui représente la population, on aimerait qu'elle aille dans notre sens. Donc ça veut dire plus de prévention pour les jeunes,
parce qu'on ne doit pas être condamné à la drogue, qu'on ait une égalité des réussites sociales, et il ne faut pas oublier, là sur ça je suis d'accord avec vous, le plus grand terreau des trafics de drogue et de la consommation de drogue, c'est la précarité. Je vous remercie. Merci pour cette question-là. Question féminine. Bonsoir, merci Monsieur Coquerel et Madame Obono pour son intervention. Moi je suis pharmacienne en fait, j'ai quelques questions slash sujets, je vais dire, que j'aimerais porter à votre attention et j'aimerais avoir votre avis en fait dessus. Donc j'étais pas là au début, il se peut que ça a été déjà abordé, hein. Mais du coup moi je voulais juste savoir par rapport, en fait, bon, on est sur des sujets en fait de lutte anti-drogue, vraiment sur une grosse lutte de trafic, c'est un énorme sujet aussi de santé publique. Il y a une grosse partie aussi de ces produits qui sont issus des médicaments de rue, Oui. qui sont issus des médicaments, pardon, qui sont issus, excusez-moi, qui sont issus voilà, des médicaments de rue. Il y a des dispositions ou non hein, qui ont été faites internationalement comme nationalement, mais comme voilà, le résultat est là. Il y a encore énormément d'extraction de ces milieux-là. Et voilà, je voulais savoir ce que vous faisiez peut-être comme proposition par rapport à la lutte des médicaments anti-rue, enfin, voilà, qui sont retrouvés dans la rue, et aussi par rapport au contrôle des ordonnances. C'est un vrai sujet, nous, dans les pratiques médicales. Il y a un énorme trafic des ordonnances qui facilite évidemment les consommations et qui facilite en fait tout ce qui peut tergiverser autour de ça. Donc ça, c'est ma première question. Excusez-moi, j'en ai trois. La deuxième, en fait, c'est... par rapport en fait aux différentes plaies qui peuvent synergiser ensemble, donc je pense évidemment à la crise du Covid et de la pandémie, qui est un énorme sujet, je pense qu'il y a un énorme impact aussi sur cette lutte anti-drogue, puisque qui dit pandémie, dit confinement, dit isolement. Tout à fait. L'isolement est un énorme facteur sur la consommation en fait ces drogues et des patients en fait actuellement qui consomment cela. Donc, je voulais savoir ce que vous pourriez avancer aussi sur ces prises en charge, vraiment, puisque en fait, sur les protocoles d'addicto, puisqu'on a un addictologue ici, moi ce que je trouve intéressant, c'est que les protocoles d'addicto évoluent en fait avec les produits qui évoluent aussi sur le marché. C'est un sujet, c'est un vrai sujet. Et en fait, à l'heure actuelle, on a une mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques qui donnent leur avis en fait sur les produits de santé. Autant vous dire que nous, à notre échelle, on ne voit même pas ce qu'ils font, on ne voit même pas ce qui est communiqué, on ne voit même pas, en fait sur le terrain, il n'y a rien vis-à-vis de ça. Donc je voulais savoir si, sur la reconnaissance en fait de ces différents produits et comment ils évoluent, par exemple, aujourd'hui on parle du cannabis, on parle de la cocaïne, on peut parler de l'héroïne, des méthamphétamines, on peut parler du GHB, on peut parler d'énormément de choses et des nouvelles drogues en fait qui sont synthétisées au quotidien. Donc ça, c'était le deuxième sujet. Et le dernier, c'était par rapport, en fait, on parle de vente directe de drogue, mais on parle aussi de vente indirecte. Et c'était aussi sur ces sujets de vente indirecte que j'aurais aimé vous écouter. Comme on le sait tous ici, beaucoup de choses se passent sur le darknet de nos jours. Bon, on parle d'ubérisation aussi du trafic, c'est aussi sur ces réseaux-là, de Snapchat à toute plateforme Telegram possible, disons. Je voulais savoir si vous aviez pensé, voilà, ce que vous pouviez avancer comme proposition par rapport à cette lutte informatique. Évidemment, il y a des sujets, il y a beaucoup de choses, mais voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je fais la grande diagonale. Bonsoir. Monsieur évoquait le sujet des SCMR, donc les salles de consommation à moindre risque. Aujourd'hui, il y en a deux en France, enfin deux principales en France, une à Paris, une à Strasbourg, et on sait que ça a apporté une grosse plus-value pour le traitement médico-social des usagers de crack et d'héroïne. On sait aujourd'hui aussi que ces salles-là, elles ont atteint une certaine limite et que du coup la crise qui est autour de ces consommations, elle ne peut pas être stoppée. Et un des plus gros freins finalement au développement de ces salles, c'est souvent les riverains qui sont très inquiets quant à ce que ça peut apporter finalement une ouverture de salle comme celle-ci. Il y a eu le problème, je crois, du côté de Jourdain ou de Pyrénées où plein d'habitants se sont levés vent debout pour ne pas avoir ces salles-là auprès d'eux, alors que finalement il y avait une demande, il y avait un besoin qui était de plus en plus présent pour pouvoir traiter cette thématique.
Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites du côté de la France Insoumise pour changer un petit peu finalement la perception de ces usages et la perception de ces traitements au niveau du grand public? Dernière question de ce round. Est-ce qu'il y a une femme qui souhaite prendre la parole? Non. Bonsoir à tout le monde. Ma question elle est juste unique. La conséquence des stupéfiants est connue de tous. Au lieu de chercher la solution au niveau des consommateurs ou des trafiquants, pourquoi ne pas étudier le problème à l'origine? Il est consommé parce qu'il est produit. S'il y a un trafiquant, il y a un consommateur parce qu'il est produit à quelque part. Je pense que la meilleure manière de solutionner ce problème-là, c'est de s'attaquer à l'origine. Et l'origine, c'est ce qu'ils le produisent. J'en ai fini. Merci. Je me permets juste de rebondir sur ça rapidement, puisque je voulais juste rajouter un cas d'usage à ce que tu disais là. En fait, je pense que la manufacturerie en fait, du produit est importante comme sujet, comme sa distribution dont on discute. Par exemple, en termes de manufacturier, oui, tu es à l'origine. Après, la drogue existe depuis le Moyen-Âge. Enfin, voilà, il y a une réalité aussi qu'il faut faire face. Voilà, il y a un juste équilibre. Et c'est justement ça aussi. Je balance en fait avec le cas d'usage de la distribution. Par contre. Il n'y en a pas d'avenir. Mais beaucoup plus, on va dire, il n'y en a pas d'avenir. Le débat est fini. La manufacturier. Sur le versant de la distribution, en fait, j'ai juste un cas d'usage où pareil, juste pour illustrer son propos. Par exemple, je viens de Saint-Étienne. À Saint-Étienne, il y a plusieurs points de drive qui sont connus, qui sont démantelés, reformés. La police fume même sa clope à côté, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est une manière de savoir où ça se passe et où c'est contrôlé plutôt que ce soit diffus dans toute la ville. Donc là, je mets ce cas d'usage aussi en plus, pour argumenter peut-être sur ça. Merci. Merci pour cette question. Une dernière question? Oui. Tu disais qui, Eric? Oui. Juste confirmer après. Oui, bonsoir. Je voulais juste poser la question. On a beaucoup parlé de cannabis et de cannabis. Et du coup, il faudra forcément sortir, j'imagine, la convention des stupéfiants. Et je me posais la question concernant la feuille de coca, sachant que M. Mélenchon a mis en avant une politique extérieure assez innovante vis-à-vis de l'Amérique du Sud, et qu'au Pérou, le nouveau président Pedro Castillo, il met en avant la même politique de lutte anti-drogue que Evo Morales, à savoir l'industrialisation de la feuille de coca, et que la feuille de coca, c'est pas de la cocaïne. Je voulais savoir si la position de la France Insoumise vis-à-vis de la feuille de coca sur la légalisation, la production et la commercialisation de la feuille de coca. Voilà. Donc il nous reste une dizaine de minutes d'ici à 21h. Bon, je vais aborder certains sujets seulement, parce que je dois dire que je n'ai pas la compétence sur toutes les questions, et que d'ailleurs peut-être que certains en ont plus que moi et pourront nous amener des informations. Je commencerai par la question du crack et de ce qui a été dit. Moi je crois que alors, par rapport juste une chose, mais chacun a ses réalités en sa circonscription, etc. Bon, moi la réalité c'est le cannabis dans ma circonscription. Donc c'est bien pour ça que et même si j'admets sans peine, parce que j'ai quand même suivi ce qui se passait. Si vous me permettez une anecdote, j'ai déjà vu un consommateur de crack, j'ai déjà vu même plusieurs consommateurs de crack près de la mairie de Saint-Ouen. Non, mais je dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que ce qui fait aujourd'hui à 85% le commerce de drogue, de stupéfiants sur ma circonscription, c'est le cannabis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres drogues, et je ne dis pas que ailleurs ça soit le cas. Mais je le dis, et ce qui est vrai, c'est que là, par contre, c'est les chiffres, environ 90% du trafic en France, c'est le cannabis. Bon. Dire ça, ça n'empêche pas le fait que, d'un point de vue, j'allais dire, de visibilité, d'un point de vue de ce que ça provoque comme problème, il est évident que tout ce qui se passe autour du crack, notamment sur les portes environnantes, inévitablement, c'est quelque chose qui évidemment qui est lourd et qui est important à traiter. Mais n'empêche, si on est venu sur cette question de proposition de légalisation
et de dépénalisation du cannabis, c'est parce que ça répond quand même en partie à certaines choses. Ça, c'est pas la recette miracle, ça répond pas à tout, hein, mais ça répond déjà à ça. Alors sur le reste, non, du côté France Insoumise, là ça répond sur la feuille de coca. Pour l'instant, là je parle au nom de notre mouvement, hein, il n'y a aucune autre légalisation de stupéfiants dans notre programme. Voilà. Il n'y a pas. Voilà. Moi je me pose la question, je l'ai dit tout à l'heure, de la décriminalisation des usages. Ce n'est pas la même chose que la légalisation de ces produits. Bon. Donc ça c'est pour répondre. Alors maintenant sur la question du crack, moi je crois que c'est l'addiction du pauvre, quoi. Et que donc, comme vous l'avez très bien dit, la question c'est d'abord de la prévention. Parce que s'il y a, je sais bien qu'il n'y en a pas, on n'est pas au pouvoir, donc c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure, je donnais l'exemple portugais, qui là me semble quand même assez intéressant, parce que l'exemple portugais n'a pas répondu à la question du crack, mais elle a répondu à l'héroïne. Il faut savoir qu'au Portugal, au début des années 2000, la consommation d'héroïne était une consommation de masse, mais de manière sidérante, et qui évidemment posait en plus des problèmes en termes de HIV, etc. C'est-à-dire que il y avait quasiment ce que nous disait la psychiatre, c'est qu'il n'y avait pas une famille qui n'avait pas quelqu'un qui était concerné par les addictions à l'héroïne. Donc c'était massif. Bon. Et eux, leur politique, qui a été mise en place, elle a été mise en place donc avec, vous avez compris, un dispositif, on décriminalise l'usage, mais on ne le dépénalise pas d'un point de vue de santé, on multiplie et on met le paquet financier sur des coordinations locales sous l'égide du ministère de la Santé pour faire des politiques de prévention, pour faire des politiques de traitement des personnes qui pouvaient être, j'allais dire, qui pouvaient développer des addictions trop fortes ou problématiques pour leur santé. Et cette politique a donné des effets. Et si je fais la comparaison, si je fais la comparaison, c'est qu'on voit bien que là, sur les stupéfiants dont on parle, type crack, etc., on est plus dans ce type de problématique. C'est-à-dire que autant on peut effectivement dire qu'un contrôle maîtrisé de la consommation du cannabis, j'allais dire, serait du même ordre que le contrôle maîtrisé de la consommation de l'alcool, des cigarettes, en termes d'effets de santé. On sait que l'alcool tue plus que le cannabis. Par contre, il y a certaines drogues, évidemment le crack en fait partie, ou l'héroïne, où là, on n'est pas sur les mêmes conséquences en termes sanitaires. C'est évident, y compris en termes tout simplement de létalité, d'addiction, etc. Donc moi, je crois fortement que la première règle à faire, c'est d'abord en finir avec décriminaliser l'usage et mettre en place des politiques de prévention locales qui sont extrêmement fortes et qui permettent au moins d'essayer d'anticiper la question, de la prévenir. Parce que le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que personne ne prévient la question du crack. C'est-à-dire qu'on est face à des populations qui sont fragiles. C'est pas un hasard que ça se développe ici. C'est que c'est des populations qui déjà, pour une partie, l'État ne s'en occupe plus du tout. Il n'y a plus que les associations, les collectifs qui s'en occupent, que ce soit les réfugiés arrivés récemment ou les politiques qui vivent, les populations qui vivent parfois sans domicile, sans toit, etc. Et qui donc sont inévitablement, j'allais dire, des victimes idéales pour ce que j'appelle des addictions du pauvre, qui sont ceux du crack. Bon, donc il faut régler déjà ce problème-là, ce qui passe par la question de la santé, la question de l'organisation, le fait aussi que on intervienne pour qu'on ne se retrouve pas avec des réfugiés dans la rue. Voilà, ça pose aussi la question de l'accueil des gens dans ce pays et de pas laisser cet accueil dans la misère qui fait qu'après les gens se retrouvent effectivement victimes facilement, absolument, de tous les trafics, etc. C'est important parce que c'est le même problème que d'ailleurs quelque part la demande en cannabis dont je parlais tout à l'heure. Je disais le cannabis, on peut pas l'éteindre comme ça, parce qu'il y a de la demande sans arrêt. Si vous avez des populations qui se retrouvent dans une situation de misère terrible, à tout niveau, laissées pour compte par l'État, qui s'en occupe que pour un certain moment les déloger d'un endroit à un autre, etc., inévitablement, c'est des populations qui sont facilement victimes de ça. Bon. Donc ça, c'est un deuxième chose, à mon avis, qui nécessite une réponse globale qui ne concerne pas seulement la stupéfiant, mais qui concerne l'accueil des personnes. Troisième chose, oui, moi je pense qu'il faut revendiquer la question des SMR. Mais alors là, pour les expérimentations qui ont été faites, tout le monde est d'accord avec ça, c'est quelque chose qui est utile. Mais inévitablement, en même temps, il faut dire qu'ils ne peuvent pas tous être localisés au même endroit, quoi.
moi, je connais bien l'histoire. Je connais Max Dormois. On subit. La SMR à Gare du Nord, on l'a subi. C'est une zone de non-droit. Le problème, c'est que tout se concentre au même endroit. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir. On est tout d'accord là-dessus. Donc, ça veut dire que on peut pas gérer, on peut pas laisser se développer la misère, laisser le trafic se faire et gérer sur place avec trop peu de moyens, parce qu'il y en a trop peu, ces questions-là. Il faut aller en installer dans le 16e, je suis désolé. Enfin bon, voilà, quoi. C'est évident, c'est évident. Je pense pas. Moi, je pense pas. On doit se battre pour le sevrage, on doit se battre pour la prévention. Oui, j'ai bien compris, mais c'est un fléau international, monsieur. J'entends bien, mais moi, j'ai pas de solution miracle. Je dis, ce genre de trafic, il faut le pourchasser de manière forte. Il faut... Je peux avoir qu'une réponse qui est inévitablement... si on ne veut pas être démagogique, on est obligé de dire qu'il faut donner une réponse j'allais dire, qui est sur toutes les thématiques. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tant que vous aurez des centaines de personnes laissées à la rue sur les portes dont on parle, vous aurez inévitablement ce genre de problème. Bordeaux, Lyon et d'autres villes aussi, il ne faut pas oublier. Mais c'est dans le même genre de lieu. C'est dans le même genre de lieu. C'est pas dans les centres urbains, c'est pas dans les arrondissements riches, c'est dans le même genre de lieu où on laisse des personnes crever dans la rue tout seul, avec, encore une fois, seulement les assos et les collectifs qui s'en occupent. Donc ça, c'est pas possible. Voilà, il faut résoudre cette question par ce biais-là aussi, résoudre la question de la chasse au trafic de ce type, donc ça veut dire les moyens nécessaires, et résoudre la question de traiter de manière rationnelle les personnes qui sont victimes de ces addictions, éventuellement d'ailleurs pour déplacer vers d'autres choses, ça peut être aussi la solution. Et donc moi je pense qu'il faut des ouvertures de SMR, oui, ça c'est clair. Mais pas tous centrés au même endroit, etc. Parce qu'au bout d'un moment, pour les populations concernées, ça devient ingérable et c'est compréhensible. Voilà, moi je crois que c'est à peu près le canevas qu'il faut mettre en place. J'en vois pas d'autres, mais ça nécessite beaucoup de moyens. Or les moyens aujourd'hui ne sont pas là, il faut le dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. 10% des moyens sur les politiques de stupéfiants dévolus aux questions de santé, aux questions... voilà, c'est peanuts, quoi. Les 25 millions qui ont été investis, ça a été un véritable échec. Oui, mais je pense qu'il n'y a aucune politique rationnelle qui est appliquée. Voilà ce que je crois. Aujourd'hui, le gouvernement, il n'applique aucune politique rationnelle. Pourquoi? Parce que ce que fait le gouvernement, et de ce point de vue-là, les collectivités font pas mieux, mais ce que fait le gouvernement, c'est qu'il n'agit en réalité que lorsque tout d'un coup, il y a un ras-le-bol pour les riverains, et il intervient, d'accord, après, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sans aucune politique de prévention, en disant, bon, ça, c'est pas bien, donc on va repousser ces populations à risque ailleurs, on va construire des murs éventuellement entre la Seine-Saint-Denis et Paris, comme ça a été fait, etc. Donc ça, vous pouvez mettre de l'argent, déjà, à mon avis, c'est pas suffisant, vous pouvez mettre de l'argent, si vous n'avez pas de politique qui anticipe, qui arrête de traiter cette question d'un point de vue moral, mais qui la traite d'un point de vue de la santé publique, qui la traite avec aussi respect des populations qui le subissent, parce qu'ils sont dans des situations où inévitablement, moi je peux comprendre que quelqu'un est à la rue, n'a pas de toit, est considéré comme de manière totalement indigne. À un moment donné, vous avez besoin de paradis artificiels comme tout le monde. Voilà. C'est pour ça que je parle d'addiction du pauvre. Et donc, il faut régler ces problèmes, j'allais dire, matériels, de santé, de prévention, pour chasser les trafics aussi. Moi, je ne le mets pas du tout de côté. Et tant que vous n'avez pas réglé l'ensemble de ces problèmes, vous aurez sans arrêt ces histoires qui vont jaillir. Alors, on les poussera d'une porte à une autre à un moment donné. Mais si vous réfléchissez bien, c'est la même chose que le scénario que je vous raconte de points de trafic de cannabis. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux, on ne règle la question que par la question répressive et rien d'autre, pas assez. Et puis, on a le problème que vous traduisez. En tout cas, moi, je ne vois pas d'autre solution que le traiter de manière globale tel que je viens de le donner, en sachant que j'ai pas non plus la solution miracle. Je vais rebondir là-dessus, puisque effectivement on a eu l'occasion d'échanger sur cette question-là. Moi, je ne fais pas des salles de consommation à moindre risque qu'on appelle maintenant halte soins addiction. L'alpha et l'oméga, la question qui était posée, c'est comment on sort les personnes qui sont dans des consommations sur la voie publique, extrêmement dangereuses, extrêmement problématiques pour elles-mêmes et pour les personnes autour, parce qu'effectivement, ça crée une insécurité physique des personnes, il y a eu des agressions, etc. Je pense que... Des meurtres. Voilà, moi, il y a des personnes qui sont mortes aussi dans des usagers de drogue, et voilà. Moi, je traversais la rue, le pont, là... Riquet,
pour aller à mon local, en fait, je faisais des détours parce que c'était devenu ultra dangereux. Enfin, ça ressemblait à rien, c'est une horreur. Donc la question, c'est une réponse à court, moyen et long terme. Et le problème, c'est qu'il y a eu un choix, en fait, de laisser s'enliser pendant des mois cette situation. Et ça c'est très clair. C'est-à-dire du jour au lendemain, quasiment, les personnes ont été déplacées à la porte de Pantin, alors que pendant des mois, tout l'été, ça avait commencé depuis bien longtemps, mais on voit bien qu'à un moment donné, il y a un choix de laisser les questions s'enliser, y compris parce que c'est le 18e, 19e, parce qu'on considère que c'est des endroits où, de toute façon, il y a toujours eu des trafics, des consommations, etc. Donc, il y a aussi une forme de mépris social par rapport à nos arrondissements. Donc, la question sur pour moi, les salles ou les espaces de consommation, c'est un élément d'un dispositif plus large, un seul élément, parce que ce qui existe et devrait être renforcé, ce sont tous les centres d'accès aux soins les XAPA, les CARUD et d'accueil. D'ailleurs, ce n'est pas que les usagers de drogue, c'est aussi toutes les personnes qui souffrent d'addiction, etc. C'est ces espaces-là qui doivent être beaucoup plus maillés sur le territoire. Et les communautés thérapeutiques. Voilà, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il n'y a pas une réponse. Et c'est ce que disent tous, y compris les professionnels, que ce soit les associations, les professionnels. Il n'y a pas une réponse. Elle doit être adaptée aux personnes. Et effectivement, il y en a une partie pour qui le sevrage, et qui demandent le sevrage, et qui cherchent du sevrage, et qui ont besoin d'être enlevés de cet environnement-là. Et donc, il faut trouver des endroits où ces personnes puissent faire ce parcours de sevrage-là, en évitant de penser que en fait, c'est en envoyant les gens dans d'autres régions que en fait, ils vont être sevrés. Parce que d'abord, dans les autres régions, il y a aussi des problématiques d'addiction. Je ne sais pas si il y a eu des reportages vraiment très intéressants sur l'Est de la France, notamment, et puis le Haut-de-France tout simplement. Où il y a des consommations extrêmement addictives et problématiques à risque aussi. Donc dans les campagnes, le problème de l'addiction se pose, plein d'autres addictions, mais aussi des addictions à la drogue. L'idée, c'est pas on les envoie à la campagne au frais, ils vont aller mieux, et puis soit ils restent à la campagne, mais bon, encore faut-il faire ce choix-là, et quand ils reviennent, en fait, ils retombent. Ces personnes qui souhaitent régler leur addiction retombent on a testé sur le long terme. Vous savez, on a testé sur le long terme. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement de ces personnes-là. Et une fois qu'on revient et qu'on retrouve le même rythme et les mêmes problèmes, s'il n'y a pas d'accompagnement de réinsertion professionnelle, s'il n'y a pas tout ça, ben en fait, voilà, la possibilité, y compris de sortir de l'addiction ou de la maîtriser, est beaucoup plus réduite. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, les salles, les espaces de consommation à moindre risque ne sont pas la solution à tout. C'est pas ça qui va, et c'est pas l'objet en plus. Et je pense que c'est là où, pour moi, y compris les professionnels disent, ce sont des moyens de transition, parce que l'objectif, c'est que les personnes aient accès aux droits communs, aient accès aux soins, à la santé. Notamment la santé mentale, on le disait, c'est pas dans les CARUD ou les XAPA qu'on va soigner l'ensemble des troubles psychiques que pour un certain nombre de ces personnes-là, soit sont provoqués ou accélérés par l'usage des drogues, soit sont antérieurs et vont être la cause de cette recherche d'usage. C'est pas là qu'il faut le faire. C'est dans des centres médico-psy qui maillent le territoire. C'est dans en fait des centres de santé mentale qui devraient être beaucoup plus sur le territoire. Et donc ces espaces-là, les centres d'accueil, etc., sont des portes d'entrée en fait. C'est pas là que va se régler le problème. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, nous on dit il faut remailler le territoire d'accès aux soins de santé, y compris de santé mentale. Il faut redonner des moyens à tout le secteur médico-social qui fait un travail énorme, mais qui le fait dans des conditions absolument, et qui sont souvent aussi victimes en fait de la violence sanitaire et sociale, et victimes y compris d'une partie des usagers qui sont les plus mal payés. Enfin voilà, donc les gens qui sont en première ligne en particulier, il faut redonner, revaloriser leur statut, ce qu'ils demandent, etc., et qu'ils aient les moyens de suivre. Donc il y a cette dimension-là. Et effectivement, il ne faut pas que ce soit uniquement dans les mêmes endroits. Et moi, je ne pense pas que la réponse ce soit 10 000 SMR ou aides de soins. Moi, je pense qu'il faut réouvrir des centres de santé, réouvrir des services publics, etc. Réouvrir des centres Pôle emploi pour la
insertion sociale et professionnelle de ces personnes. C'est ça en fait pour moi, c'est le droit commun qu'il faut et pas juste des dispositifs spécifiques. Mais on pourra en parler. Et juste pour répondre à ce que vous dites, on nous a pas attendu, mais parce que c'est pas cette voix-là qu'on veut entendre. Moi, la fois où je suis intervenue, c'est suite à l'intervention d'une habitante sur une chaîne qui avait interpellé la journaliste, et du coup on m'a invité là-dessus. Mais ces journalistes savent pertinemment, enfin en tout cas quand ils font un peu de recherche, que je travaille sur ces sujets. Mais ils ne m'invitent pas là-dessus, et c'est aussi pour ça. Et moi j'ai pas de problème à dire, y compris quand on est en désaccord par exemple sur les salles de consommation, pas de problème là-dessus. J'ai fait des communiqués, etc. J'ai envoyé à la presse tous des communiqués, mais bien sûr c'est pas une parole alternative un peu cohérente et conséquente qu'ils veulent faire entendre, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un débat, vrai débat de fond, y compris en assumant des désaccords sur tel ou tel moyen, parce que c'est plus simple de jouer sur les peurs, de jouer sur voilà, c'est le choix journalistique et politique et le focus sur la répression, sur les et voilà. Donc je finis là-dessus, mais c'est juste pour vous dire, peut-être qu'on n'a pas parlé assez fort ou fait comprendre, mais il y a aussi ce problème du média qui n'est pas du tout sur voilà, le fait de faire exister un vrai débat rationnel, etc., avec les contradictions dans l'espace public. Et ça, c'est une limite. Vous avez une force médiatique, avec Jean-Luc Mélenchon, vous avez une force médiatique sur YouTube, et c'est important d'en parler. Et moi, oui, on n'entend pas assez. Pas que lui, mais je pense qu'on a fait d'autres réunions, on a fait plusieurs réunions de ce type-là qu'on a mis en ligne, et je vous renvoie vraiment... on pourra vous donner les liens. Voilà, on essaie de faire beaucoup de choses sur plein de choses, donc pas que sur ça, mais je pense qu'on a fait un travail là-dessus. Juste, parce qu'on va pouvoir parler longtemps, et après de tout ça, je voulais répondre à quelques éléments sur la question que la dame pharmacienne posait sur justement le trafic des médicaments, etc. C'est ce que je disais au début en fait. La question du trafic ne se pose pas que sur les produits illicites stupéfiants. La question des médicaments, c'est typique. Et donc la question, c'est comment on redirige, y compris l'effort de répression et de sanction de la police là-dessus. Parce que la vérité, c'est que depuis 50 ans, la majeure partie du travail de la police n'a pas ciblé du tout ça, mais a ciblé les consommateurs et consommatrices. Et c'est un échec. Donc oui, il faut cibler là-dessus sur ces trafics-là, et y compris pour ces trafics, il y a différents degrés, il y a trafiquants et trafiquants, comme ça a été dit, il y a les petites mains, il y a les petits vendeurs à la sauvette qu'on voit sur les métros, etc. Et puis, il y a ceux qui ont la capacité de produire les médicaments, y compris voilà, dans des extrêmement toxiques, etc. Et donc ça, c'est à nouveau les réseaux, ça c'est à nouveau les grosses filières pour lesquelles il faut des moyens d'investigation. Sur les produits, enfin voilà, je vous invite, on aura l'occasion de continuer à discuter, parce que je trouve que ce que vous dites est vraiment super intéressant, mais j'ai pas la réponse à tout. Je voulais là tout de suite, et je pense que l'idée de ces discussions et ces échanges dans le cadre de la campagne, c'est aussi de prendre contact, et c'est aussi de rencontrer des gens qui ont à apprendre. On n'a pas arrêté d'apprendre sur ces sujets-là depuis le début. On n'était pas du tout spécialistes de ces sujets, et je pense que c'est justement à travers ce type de rencontres, des différents points de vue, avoir les habitants, avoir des professionnels de santé. On a rencontré des policiers, il y a des collectifs de policiers sur ces questions. Donc voilà, il y a la possibilité d'avoir un débat beaucoup plus intéressant et riche et constructif que ce qui n'est donné à voir et à entendre aujourd'hui dans les médias, sur ce sujet comme sur plein d'autres, par ailleurs. Et notre bataille, c'est ça, c'est essayer de faire exister des moments d'échange où nous, on met en débat nos propositions. On ne prétend pas qu'elles répondent à tout. C'est pas quelque chose de miracle. Pour nous, c'est toujours une politique globale. Et effectivement, vous disiez, l'idée, c'est pas de faire des quartiers, d'offrir une perspective en fait à tout le monde, et l'égalité, voilà, d'accès aux soins, à l'éducation, avoir des ambitions qui soient autre chose que d'être petite main ou même d'être commerçant légal de cannabis. Enfin, notre politique, c'est fondamentalement ça en fait. C'est donner ces perspectives, ces possibilités à tous et toutes. Je vais finir là-dessus. J'avais encore un point sur les questions internationales, mais c'est en partie ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion au niveau international. Et la question, c'est justement quel rapport on a avec notamment les États producteurs. Sur le cannabis, il y a par exemple le cas du Maroc. C'est directement sur ces questions-là. Et donc,
de voir qu'il y a des approches en fait différentes. Ça ne veut pas dire qu'on va appliquer du tout les mêmes réponses en France parce qu'il y a des contextes différents, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il faut avoir une vision de la politique internationale, des relations internationales, et comme nous on parle de diplomatie altermondialiste, c'est aussi de changer de focale et de considérer comme des interlocuteurs légitimes, des pays d'Amérique du Sud, du Maghreb, etc., avec qui on veut changer la nature des relations et mettre la focale moins dans l'impérialisme militaire et plus dans la coopération sanitaire, par exemple, si on dit que c'est ça le focus pour nous, et l'encadrement et la régulation, etc. Voilà, je vais arrêter là, mais pour dire, j'ai pas répondu à toutes les interpellations, mais on pourra avoir l'occasion d'échanger de manière informelle. En tout cas, on voit là, je pense, y compris avec les contributions, à quel point c'est un débat riche, qui peut permettre d'apprendre beaucoup de choses, et d'où on peut ressortir avec de vrais outils d'une autre politique et surtout d'une autre vie pour tous et toutes au quotidien dans nos quartiers face à des problématiques de santé, de sécurité et pour lesquelles les réponses aujourd'hui sont non seulement à côté de la plaque mais extrêmement contre-productifs alors qu'il y a une alternative. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait faire entendre avec notre programme et notre campagne.